Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, vos commentaires me permettront de progresser sur la plateforme. Cet anime suit la vie d'un aspirant samouraï nommé Shin. Nous sommes en 1564. Il se cache dans des buissons, avec l'intention d'éliminer des bandits sur la route. Son rêve est de devenir un héros célèbre, mais il s'arrête brusquement lorsqu'il entend les bandits se disputer avec deux personnes, un esprit renard nommé Tama et un garçon nommé Jinka, qui se présente comme le frère cadet de Tama. Tama affronte les bandits et leur conseille d'abandonner leur vie de bandit et de chercher un travail plus honnête. Les bandits se moquent de la jeune fille, qui tente de les sermonner et dégaine leurs sabres, exigeant qu'elle leur remette tous ses objets de valeur. Jinka, sans prévenir, frappe l'un des bandits avec son bâton, déclarant qu'il ne peut plus supporter ces bêtises. Il jette ensuite 3 talismans au sol, prétextant des excuses. Dès que les talismans touchent le sol, un sort s'active, absorbant le pouvoir spirituel de la terre. 3 points de bronze géants surgissent alors de nulle part, frappant violemment les bandits, les projetant au loin et les assommant. Tama, mécontente de ce qu'a fait Jinka, le frappe et lui demande comment ils vont pouvoir localiser le chef des bandits. Malgré sa frustration, elle réalise que se plaindre ne servirait à rien si seulement toutes les femmes étaient comme ça. Mais parce qu'elle est différente des femmes normales, Tama décide de continuer. Shin, qui observait tout, est impressionné par les pouvoirs surnaturels dont il vient d'être témoin et décide de les suivre pour en savoir plus. Bien que Tama détecte sa présence, elle décide d'abord de l'ignorer. Lorsqu'ils font une pause près d'une rivière, Tama, lassée d'être observée, décide d'agir. Elle ramasse une pierre et la jette dans les buissons, lui assène un beau tir en pleine tête, le forçant à se dévoiler. Il se présente et s'enquiert de la technique utilisée pour vaincre les bandits. Jinka répond que cela ne le regarde pas et tente de partir, mais Shin propose de lui parler de la cachette des bandits en échange d'en savoir plus sur eux. Jinka se présente alors comme un guerrier sage et Tama comme un esprit renard, sa sœur aînée jurée. Shin se met à rire, pensant qu'il plaisante, mais Tama le menace rapidement d'un sort, lui disant qu'elle transformera une branche en serpent s'il persiste. Shin, terrifié, la supplie de l'épargner, sans se rendre compte que le serpent n'est qu'un tour de magie. L'affaire conclue, Shin les conduit à la cachette des bandits et leur fait remarquer que leur chef est l'homme portant un casque de samouraï. Jinka prévient Shin de rester en retrait, car il est faible. Cependant, Shin, indigné, crie qu'il est assez fort pour vaincre le boss d'un seul coup. Son cri attire l'attention des bandits, qui encerclent rapidement les envahisseurs. Tama tente de résoudre la situation pacifiquement. Elle s'approche du boss et tente de parler à tout le monde, lui demandant, ainsi qu'à sa bande, d'abandonner leur vie de criminels et de devenir de bonnes personnes, mais les bandits s'approchent pour tenter de l'attaquer. Jinka, de son côté, intervient en brandissant son bâton et en repoussant les ennemis. Pendant ce temps, Tama esquive les attaques, restant à l'écart du combat. L'un des bandits tente d'attaquer Shin par derrière, mais est renversé par un autre, projeté en l'air. Saisissant l'occasion, Shin dégaine son épée et, d'un seul coup, détruit l'épée, le casque et la tête du bandit. Plein de confiance, il s'avance vers le boss, mais est surpris lorsque 2 bras géants surgissent de son casque, bloquant son épée. Le boss révèle alors sa véritable forme, un esprit monstrueux. Tama et Jinka comprennent immédiatement qu'ils ont affaire à un esprit. Tama demande à Jinka s'il peut le vaincre, et il répond oui, à condition d'utiliser son pouvoir. L'esprit attaque en premier. Tama lui mord alors la main, laissant son énergie spirituelle s'échapper avec son sang. Jinka aspire alors le sang et l'énergie, transformant Tama en une forme humaine temporaire, puis en un esprit renard surpuissant. Le chef des esprits ordonne aux bandits d'attaquer, mais Jinka les abat facilement, d'un simple coup de bâton. Lorsque l'esprit tente de le frapper de ses bras géants, Jinka esquive et saute haut pour contre-attaquer. Bien que l'esprit tente de résister, Jinka augmente sa force et le renverse, brisant son casque en 2. Il inverse ensuite sa transformation et reprend sa forme normale aux côtés de Tama. Finalement, il envoie les âmes de l'ancien esprit et de l'humain qui le contrôlait dans l'au-delà. Et Shin, encore sous le choc de tout ce qu'il a vu, demande à Tama pourquoi ils agissent ainsi. Elle explique qu'elle aime les humains, alors elle se consacre à éliminer les personnes maléfiques, qu'elles soient des esprits ou des humains. Jinka, quant à lui, affirme aimer les esprits et détester les humains, mais il suit Tama comme son frère cadet. Elle déclare qu'ensemble, ils sont les frères qui ont réformé le monde, ce qui laisse Shin complètement perplexe. Plus tard, à l'auberge, ils entendent un fermier se plaindre du monstre gigantesque qu'ils ont vu le matin même. Il dit avoir engagé un moine guerrier pour s'occuper de la créature, mais il a été tué sans même pouvoir l'égratigner. Le fermier montre un dessin du monstre, une créature dotée de 2 paires de bras musclés géants et d'un seul œil. Les moines guerriers qui l'accompagnent
reconnaissent la créature comme étant Shako et sont furieux d'apprendre que leur collègue a été tué. Ils se préparent à traquer le monstre, tandis que Shin, inquiet, craint que les moines ne prennent Tama pour un esprit maléfique. Mais elle le rassure en lui expliquant que les moines guerriers n'attaquent que les esprits qui menacent les humains. Elle demande à Shin pourquoi il les suit, et il invente rapidement une excuse, prétextant une simple coïncidence, avant de s'endormir. Jinka s'agace, mais Tama reconnaît le potentiel du garçon. Le lendemain matin, Shin se réveille un peu tard et découvre que les frères spirituels et les moines guerriers ont déjà quitté l'auberge. Il court après eux et les trouve en train de se regarder avec une hostilité absolue. Il décide donc de se cacher pour observer la situation. Les moines guerriers discutent avec Jinka, qui pense que le monstre Shako a peut-être déjà tué des humains, mais ce n'est pas une raison suffisante pour le traquer. Tama l'interrompt avant qu'il ne s'emporte et demande aux moines s'ils connaissent une raison pour laquelle le monstre Shako attaque les humains. Les moines affirment qu'ils ont reçu l'ordre de garder le secret, et les deux groupes sont dans une impasse. Soudain, un bras musclé gigantesque apparaît derrière Shin. Il panique en réalisant qu'il s'agit du monstre Shako. Les moines se précipitent pour l'affronter, et l'un d'eux pousse Shin en sécurité. Les moines utilisent leur pouvoir spirituel pour tenter de piéger le monstre, mais ils ne sont pas assez forts. Le monstre Shako se libère des amarres et les repousse. Tama demande alors à Jinka de les aider. Jinka s'avance contre le monstre, le frappant avec son bâton et esquivant habilement ses coups. Il lance plusieurs talismans en l'air, invoquant ses bras de bronze qui piègent Shako. Mais au moment où il s'apprête à porter le coup fatal, il ressent quelque chose d'étrange. C'est à ce moment-là qu'il rattrape les deux moines inconscients et s'enfuit à une vitesse impressionnante, laissant Shin derrière lui. Désespéré, Shin les poursuit. Ils s'arrêtent alors dans une cabane dans la forêt pour se reposer. Shin demande alors comment Jinka fait pour ne pas paraître fatigué après avoir porté deux adultes et couru autant. Tama le décrit comme quelqu'un de spécial et mentionne que son maître l'a entraîné durement et insiste sur le fait que Jinka peut encaisser beaucoup de coups. Les moines sont choqués d'apprendre que le maître de Jinka est Koko, une guerrière légendaire qui a vaincu d'innombrables entités maléfiques. Mais Tama ne rate pas une occasion et exige que les moines révèlent tout ce qu'ils savent sur Shako. Inga, un moine aîné, décide de dire la vérité. Il explique que Shako est un humain spirituellement amélioré, créé par le temple d'Angai. Le temple tentait de transformer des humains à fort potentiel spirituel en esprits artificiels pour augmenter leur force de combat. Mais ce monstre, originaire d'une grotte, a fini par perdre le contrôle, s'est échappé et a massacré tous les habitants d'un village par vengeance. Shin est furieux d'apprendre cela, car il a grandi avec la conviction que les faibles ne méritent pas la vie et a juré de devenir fort à tout prix. Il attrape Inga par le col et lui demande comment ils ont eu le culot de transformer une grotte en monstre. Les moines répondent que Shako était complètement inutile, que le temple lui avait offert un toit et que, maintenant qu'elle a tué des centaines de personnes, ils n'ont d'autre choix que de l'éliminer. Tama intervient, ordonne à Shin d'arrêter et dit aux moines qu'elle et Jinka s'en sont occupés. Inga refuse, mais finit par céder. Les frères spirituels combinent alors leurs pouvoirs pour opérer la transformation spirituelle. Tama gémit légèrement, tandis que Jinka absorbe son pouvoir et se transforme en un esprit renard surpuissant. À cet instant, Shako apparaît et Jinka passe immédiatement à l'attaque. Malgré toute sa force, Jinka ne parvient pas à infliger de dégâts significatifs. Shako contre-attaque, détournant le coup et se préparant à tirer un canon spirituel. Jinka réagit rapidement et invoque un coup de poing en bronze qui détruit l'attaque de Shako, le touchant même au passage. L'attaque détruit les parties monstrueuses de Shako, sauvant la jeune humaine à l'intérieur. Le curieux Shin s'approche de la jeune fille, tandis que les moines déclarent qu'ils la ramèneront au temple. Indigné, Shin manque de dégainer son épée, mais Inga abandonne, admettant qu'il n'a aucune chance contre Jinka. Tama vérifie que Shako va bien et prévient les moines qu'ils seront punis pour avoir mené des expériences illégales sur des humains. Inga tente de protester, mais Jinka lui assure qu'il peut vaincre les 300 moines du temple, à lui seul s'il le faut. À son réveil, Shako ne se souvient de rien de son enlèvement au temple. Elle raconte qu'elle rentrait chez elle avec des légumes lorsque son père l'a vendue à un moine. Il lui a promis de lui donner un endroit où se sentir chez elle et assez de pouvoir pour ne plus être harcelée. Son dernier souvenir est celui d'avoir été endormie dans les montagnes. Jinka lui explique tout ce qui s'est passé, et Tama la réconforte en lui disant qu'elle n'a plus besoin de s'inquiéter. Après cela, Shako guide le groupe jusqu'au siège du temple. Jinka est prêt à affronter les moines, mais Tama lui ordonne de simplement les effrayer et de leur faire la morale. Ils entrent dans le temple, et les moines guerriers menés par Inga attaquent Jinka. Il utilise une ruse,
Ils frappent une poupée de papier à sa place. Le vrai Jinka apparaît alors sur le toit, invoquant un énorme point de bronze qui renverse plusieurs moines. Inga sort un vieux pistolet et tire dans la jambe de Jinka. Malgré cela, Jinka se déplace à grande vitesse, renversant les moines un par un. Alors qu'il se prépare à attaquer Inga, une équipe de moines rassemble de l'énergie pour un canon à esprit et le surprend, le frappant de plein fouet. Il en résulte une explosion gigantesque, mais Jinka s'en sort parfaitement bien. Il souffle la fumée de l'explosion, puis attaque les moines avec un bras de bronze géant. Tama et les autres observèrent le combat de loin. Grâce à ses oreilles de renard, elle réalisa que Jinka avait déjà franchi la porte et pénétré dans le temple. Shin, intriguée, la croyait humaine, en lui donnant son pouvoir. Elle lui montre alors qu'elle possède 2 paires d'oreilles, une humaine et une de renard, qui lui rappellent sa véritable identité. Pendant ce temps, Jinka s'approchait du laboratoire secret du temple lorsqu'un groupe de prêtres de haut rang arriva. Le grand prêtre, Yanzen, aperçut Jinka et regretta que les moines à l'entrée aient laissé entrer un simple garçon comme lui. Il ne prévoyait pas de le combattre et envoya un autre moine qui se transforma en gobelin. Il bondit sur Jinka et l'attrapa. Le moine gobelin tenta de l'étrangler, mais Jinka transforma une de ses queues en bras de bois et l'attrapa. Il étrangla le moine monstrueux, mais il avait déjà perdu une grande partie de son énergie spirituelle. Inga et son partenaire s'y rendent et demandent à Jinka pourquoi il tient tant à attaquer leur laboratoire. Jinka comprend qu'il cherche simplement à gagner du temps pour l'arrivée des renforts. Cependant, il a aussi besoin de repos, alors il obéit à leurs ordres. Jinka déclare être là pour voler leur matériel de recherche afin de perfectionner la technique de transformation spirituelle de son maître. Il souhaite devenir un véritable esprit, contrairement à sa transformation temporaire actuelle ou à la technique précaire utilisée auparavant par le moine. Après s'être suffisamment reposé, il se dirige vers le complexe secret. En chemin, il tombe sur Izen qui monte la garde. Jinka saute haut dans les airs et s'apprête à détruire le bâtiment. Mais soudain, celui-ci se met à trembler et s'élève au-dessus du sol. Il s'avère qu'un gigantesque esprit de pierre a fusionné avec les fondations du bâtiment et, sur ordre d'Izen, projette Jinka contre la montagne voisine. Sa transformation spirituelle est alors annulée, et lorsque Tama reprend son apparence normale, elle craint que Jinka soit inconscient ou mort. Juste à ce moment-là, un autre prêtre arrive pour ramener Shako au temple. C'est aussi un humain spirituellement amélioré, transformé en un hybride de loup et d'ours. Ses paroles résonnent en Shako, et soudain les souvenirs de l'époque où elle était une humaine spirituellement améliorée lui reviennent. Shin se mobilise pour sauver tout le monde et se met à genoux, suppliant le prêtre loup de les laisser partir, car ce ne sont que des voyageurs ordinaires qui n'ont aucune idée de ce qui se passe là-bas. Il lâche prise et Shin le serre dans ses bras, le suppliant toujours de les épargner. Tama lui ordonne de partir, mais il lui demande de courir ou de le sauver. Le prêtre monstre décide de le tuer, mais soudain, le bras de Shako se transforme en monstre. Elle demande à Shin de reculer, puis frappe le prêtre monstre d'un coup de poing puissant qui le projette dans les airs. Shako a du mal à se contrôler, et elle se souvient maintenant de tous les actes horribles qu'elle a commis lorsqu'elle était un monstre. Elle a tué ceux qui la maltraitaient, et même son père Cupide. Ce souvenir la fait fondre en larmes et s'enfuit. Shin tente de la poursuivre, mais Tama l'arrête, lui disant qu'il vaut mieux laisser Shako affronter ses douloureux souvenirs dans la solitude. Malgré cela, Shin décide de l'aider et part à sa poursuite. Restée seule, Tama se souvient de la mort d'un vieil ami qui lui avait appris la fragilité des humains et l'avait dévasté. De son côté, Jinka rêve aussi du passé. Lorsqu'il s'entraînait auprès d'un guerrier légendaire, il avait pour ami et gardien un monstre poilu, tué par des humains. Jinka fut dévasté en apprenant cela et découvrit que l'humain qui avait porté le coup fatal à son ami était toujours en vie. Submergé par la haine et la colère, il décida de se venger. Lorsqu'il tue l'homme, son rêve prend fin et il se réveille dans une petite flaque d'eau. Il trouve un morceau de tissu devant lui et le sous-prêtre Yanzen lui parle à travers. Il est impressionné que Jinka ait résisté au coup de l'esprit du château et promet de mettre fin à ses jours prochainement. De retour dans la forêt, Shin cherche Shako lorsqu'il trébuche sur une racine d'arbre et roule jusqu'au bord de la falaise où Shako était assis. Elle s'enfuit dès qu'elle le voit et lui demande de ne pas s'approcher d'elle, car c'est un monstre et une meurtrière. Shin affirme n'y être pour rien, car les événements se sont produits alors qu'elle était hors de contrôle. Mais Shako se souvient calmement qu'elle a pris la main du sombre prêtre lorsqu'il lui a offert son pouvoir, et que c'est pourquoi elle se sent responsable de la mort de tous. Mais Shin lui demande ce qu'il y a de mal à vouloir le pouvoir. Soudain, le rocher au-dessus de ses pieds se fissure et il glisse de la falaise. Il s'accroche comme si de rien n'était, et au lieu de l'aider, Shako s'enfuit. Les rochers se brisent encore plus et Shin tombe. Heureusement, la chute était courte.
Il n'est donc pas mort. Tama arrive pour voir comment il va et l'empêche de poursuivre Shako à nouveau. Il lui demande pourquoi il s'inquiète autant pour elle. Il se souvient l'avoir vue pleurer, ce qui lui fait mal à la poitrine. Alors il pense qu'elle ne devrait plus jamais être seule. Il dit que les esprits comme Tama ne peuvent comprendre les sentiments d'un humain et se met à courir après elle. Mais elle le frappe avec un bâton et lui dit que Shako est passé de l'autre côté. Alors ils courent après elle ensemble. De son côté, Jinka tente de rattraper Tama quand, soudain, Shako le dépasse. C'est alors que Shin arrive et l'arrête. Shako menace de le poursuivre en justice pour harcèlement, mais il affirme qu'il n'y a pas de procès en ce monde. Il lui dit alors qu'elle a raison de rechercher le pouvoir, car les faibles sont toujours opprimés, et que ce n'est pas sa faute si elle a été soumise à des expériences illégales. Il se met à pleurer, affirmant qu'elle n'a rien fait de mal, et Shako est également ému en le voyant. Tandis qu'ils pleurent et se tiennent la main, Tama et Jinka se souviennent des amis qu'ils ont perdus. Tama demande à Jinka de réfléchir à leurs amis et de réaliser que tous les humains ne sont pas mauvais. Ensuite, Tama invite Shako à les rejoindre, mais Jinka estime qu'il est risqué de les laisser, elle et Shin, les accompagner, car les assassins du temple d'Angai sont à ses trousses. Tama insiste pour que Jinka prouve qu'il a le pouvoir de protéger tout le monde et souhaite également qu'il apprenne à vivre avec les humains. Le lendemain, ils arrivent à la maison où Jinka vivait avec son défunt maître. Il commence également à s'entraîner avec Shin, utilisant des épées en bois, mais le met rapidement à terre avec aisance. Pendant ce temps, Tama prépare une robe sans manches pour Shako, lui permettant de transformer ses bras en leur version monstrueuse, sans difficulté. Plus tard, alors que tout le monde est silencieux, un esprit fantomatique apparaît. Il salue Tama et Jinka avant de les informer de l'existence d'un esprit maléfique qui exige des sacrifices des villageois sans rien offrir en retour. Le fantôme s'en va après l'avertissement et Tama décide d'accompagner Jinka pour enquêter sur l'esprit maléfique, laissant Shin et Shako s'occuper des tâches quotidiennes. À leur arrivée au village, ils demandent aux habitants de les conduire à la cachette de l'esprit. Le chef du village pense qu'ils seront payés pour ce service, mais Tama répond fermement qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Elle suggère plutôt aux villageois d'être gentils avec eux en guise de paiement. Les villageois envoient alors un garçon les accompagner à la cachette de l'esprit. En chemin, le garçon pique une colère, se plaignant que l'esprit a dévoré sa mère et la maudit de ne pas être arrivé plus tôt. Tama, entendant cela, gifle le garçon et lui dit qu'ils sont là pour l'aider et que s'il a le temps de se plaindre, il devrait travailler à devenir plus fort. Bientôt, ils arrivent au lac où vit l'esprit, et la créature prétend qu'elle dévore les villageois en échange de la préservation du village. Mais Tama exige qu'il s'excuse ou qu'il en assume les conséquences. En réponse, l'esprit crache une énorme boule de boue dans sa direction et Tama ne bouge même pas. Elle attend juste que Jinka la sauve. Elle et le garçon attendent. Il dit alors à l'esprit que personne d'autre ne peut le sauver, car il a osé attaquer sa sœur. L'esprit, surpris, recrache la femme qu'il avait avalée plus tôt. Heureusement, elle est encore en vie. Mais l'esprit l'utilise comme otage pour s'assurer que Jinka ne l'attaque pas. Soudain, le garçon s'agenouille, suppliant l'esprit de libérer sa mère et de le prendre en otage. Tama se tourne alors vers Jinka et lui dit qu'il doit décider quoi faire. Jinka prévoit d'ignorer l'otage et d'éliminer l'esprit, mais hésite en voyant le garçon pleurer. Cependant, soudain, une autre personne apparaît et découpe l'esprit, sauvant la femme. Cette personne commente que l'élève du guerrier légendaire n'est pas celui qu'il attendait. L'homme est un samouraï en haillons qui, après avoir atterri devant Jinka et Tama, révèle qu'il est un assassin envoyé par le temple d'Angai. Il déclare qu'il prendra la mère et l'enfant en otage, forçant Jinka à se battre pour eux. N'ayant d'autre choix que de relever le défi, Jinka accepte le défi. Ils se dirigent alors vers un champ ouvert, où l'homme se présente comme Raidu, un mercenaire qui tue les esprits et les consume. Jinka, irrité, attaque immédiatement, mais Raidu esquive facilement et se met à flotter. Jinka utilise un sort de feu pour se propulser en avant et lance l'une de ses meilleures attaques. Mais Raidu contre-attaque avec son épée magique qui contrôle le flux d'air, repoussant Jinka d'un puissant coup de vent. Même s'il le bloque avec son bras de bronze, Jinka ne peut atteindre Raidu, qui esquive également les attaques grâce à la magie de l'eau. Après un échange de coups intenses, tous deux sont épuisés et Raidu rengaine son épée magique, dégainant son épée ordinaire pour montrer à quel point les humains peuvent être dangereux. Jinka attaque avec colère, mais Raidu esquive chaque coup et contre-attaque, forçant Jinka à battre en retraite, révélant ainsi son immaturité. Jinka perd le contrôle de ses émotions, abandonne sa défense et tente une attaque désespérée. Mais Raidu domine complètement et lui transperce le coup de son épée. Raidu s'arrête avant de le blesser et se dit chanceux. Jinka tombe à genoux, frustré, tandis que Raidu le nargue, demandant à Tami de le raisonner. Sur le chemin du retour, Jinka est visiblement dévasté par sa défaite. Le lendemain,
Il s'isole au bord de la rivière, jusqu'à ce que Shako vienne l'appeler pour le petit déjeuner. Il tente de l'ignorer, mais elle le tire par le cou. C'est alors qu'un prêtre du temple d'Angai arrive avec une lettre de défi. Il exige que Jinka combatte à nouveau Raidu, cette fois au péril de sa vie. Le prêtre mentionne que la famille Yamato sera détruite s'il ne se bat pas, et Jinka répond qu'il se fiche de la famille qu'il a abandonnée. Mais le prêtre se contente de rire, affirmant qu'il doit se battre s'il veut les sauver. De retour chez lui, Tama demande à Jinka ce qu'il compte faire. Il répond qu'il se fiche de la famille Yamato, mais qu'il n'acceptera pas d'être à nouveau vaincu par un humain. Le lendemain, Jinka et Raidu s'affrontent à nouveau. Jinka utilise alors lui aussi une épée, et, dès le premier coup, il réalise son erreur. Il est rapidement repoussé et se coupe le bras. Alors que Raidu s'apprête à mettre fin au combat, Jinka tente un geste désespéré. Il frappe Raidu et lui-même avec son poing de bronze, les mettant tous deux KO. Sous la pression du combat, Jinka devient fou et libère son énergie spirituelle, défiant Raidu de l'affronter à nouveau. Raidu, cependant, abandonne, admettant ne plus pouvoir bouger. Raidu demande alors à Jinka de le tuer, mais Jinka refuse, le provoquant en lui disant qu'il a de la chance d'être en vie. Après cela, Jinka retourne auprès de ses amis, qui célèbrent sa victoire. Pendant ce temps, le prêtre remet une lettre à Raidu, l'informant que sa sœur lui a proposé de mener à bien sa mission ratée. Le prêtre affirme qu'elle réussira certainement sa mission, car elle est l'une des 4 bêtes maîtresses du temple d'Angai. Peu après, Shin commence à apporter de la nourriture à Raidu blessé, en échange de leçons de sabre. Tama et Jinka le suivent discrètement, mais Jinka crie fort, ce qui effraie Shin. Dès que Shin le remarque, il tente d'expliquer que Raidu n'est plus son ennemi. Jinka le sait aussi et décide d'emmener le samouraï blessé chez lui, lui offrant un lit confortable pour se rétablir. Là, Raidu révèle que les membres de son clan possèdent un pouvoir spirituel plus puissant que les humains ordinaires, raison pour laquelle il s'est porté volontaire pour devenir chasseur d'esprits, tandis que sa sœur est devenue nonne au temple. Le prêtre lui dit que sa sœur était faible et que sa vie était entre leurs mains. Avec cette menace, ils l'ont contraint à faire leur sale boulot. Mais après sa défaite, ils ont révélé que sa sœur était désormais l'une des 4 bêtes principales. Raidu prévient Jinka que sa sœur, Higan, viendra le chercher et lui conseille de se préparer. Tama effectue quelques calculs mentaux et découvre qu'Higan est en réalité un humain doté d'une spiritualité améliorée, tout comme Ashako. Sorti de nulle part, un monstre arboricole envahit leur maison, s'allonge sur un lit et révèle qu'une femme l'a chassé de chez elle et lui a ordonné d'envoyer Jinka chez elle. Tout le monde comprend immédiatement que cette femme doit être Higan, et Jinka, furieuse, part la confronter. Raidu et Ashako décident également de l'accompagner, laissant Shin s'occuper de l'invité spirituel de la maison. Jinka et les autres atteignent le sommet de la colline, où Higan les attend. Elle est heureuse de voir son frère encore en vie, mais Jinka interrompt la réunion et exige qu'elle engage le combat. Tama partage son pouvoir avec lui, lui permettant de se transformer. En réponse, Higan soulève sa jupe et entame sa propre transformation. À la place de ses jambes, une main de pierre géante apparaît, et elle promet d'emmener son frère dans un endroit où il pourra vivre en paix après avoir accompli sa mission. Jinka est maintenant prête à l'affronter, mais Ashako le devance. Ashako se présente comme Kagan, l'esprit enfermé dans une jeune humaine, et appelle l'esprit d'Higan, Sogen, lui demandant s'il ne la reconnaît pas. C'est à ce moment-là que Tama et Jinka réalisent que le temple crée des humains spirituellement améliorés en scellant des esprits en eux. Jinka, furieuse de le découvrir, envisage de tuer Higan, mais Ashako insiste pour se battre seule. Elle s'avance contre Higan et bloque son doigt de pierre géant d'une main, tout en lançant un canon à esprit de l'autre. Cependant, Higan utilise des talismans pour se défendre et tire 4 canons à esprit simultanément. Ashako esquive l'explosion géante, grimpe sur le bras de pierre et attaque Higan à bout portant. Elle manque de percer la barrière du talisman, mais la main de pierre d'Higan se comporte étrangement, forçant Ashako à battre en retraite. Pendant ce temps, Shin s'occupe de l'esprit de l'arbre, le nourrissant de verre. Il sort pour en récupérer, mais soudain, il ressent une pression intense. En regardant autour de lui, il aperçoit un grand prêtre aux cheveux blancs et un garçon à l'air sinistre. Lorsqu'il croise le regard du garçon, Shin voit une rivière de sang et tombe à genoux. Le prêtre et le garçon s'éloignent, tandis que l'esprit de l'arbre avertit Shin de l'odeur d'un dragon, lui ordonnant de courir et d'avertir Jinka et les autres d'évacuer immédiatement. Shin court au sommet de la colline et transmet l'avertissement. Jinka panique en entendant parler d'un dragon et tente de fuir, mais une intense vague spirituelle balaie la zone. Le prêtre d'Inum apparaît et informe Higan qu'elle sera exécutée pour le meurtre d'un haut fonctionnaire du gouvernement. Il disparaît et réapparaît instantanément devant Higan, la frappant jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Tous sont choqués de voir sa transformation en dragon. Inum a retrouvé son état normal et affronte Jinka avec l'intention de le tuer. Jinka, paniqué,
ordonne à tout le monde de se disperser et organise un point de rendez-vous dans la grotte des perdants. Il utilise des fumigènes pour aveugler Inum et lui-même, tandis que Shin et Raidu attaquent le prêtre et le dragon ensemble. Cependant, le jeune saignant les traverse tous en un instant, avec son bras monstrueux, découvrant qu'il s'agissait d'illusions créées avec des poupées en papier. Alors que tout le monde se rassemble dans la grotte, Ashako parvient à sauver Higan. Cependant, elle a perdu tout le bas de son corps et est à l'article de la mort. Raidu l'interroge sur le meurtre du haut fonctionnaire du gouvernement, et elle admet avoir obéi aux ordres de ses supérieurs. Higan révèle qu'elle a agi ainsi pour se démarquer et sortir son frère des ténèbres du monde souterrain. Raidu affirme qu'il n'a pas de grandes ambitions et qu'il serait heureux de vivre à ses côtés. Apprenant cela, Higan libère son énergie et déclare qu'elle ne veut pas être avec un perdant comme lui. Elle tente d'attaquer Tama pour reprendre des forces, mais Jinka l'arrête, la poignardant avec son bâton et la plaquant contre les rochers. Avant de disparaître, Higan marmonne qu'elle voulait être humaine, et l'esprit d'Ashako pleure la mort de son ami et accuse Higan de l'avoir consumée. Tama réconforte Ashako et dit à Jinka qu'il doit combattre le dragon. Tama insiste sur le fait qu'ils doivent vaincre Jinon pour survivre, même si les chances semblent insurmontables. Elle propose alors un plan audacieux: pénétrer dans les laboratoires du temple, mettre fin à leurs activités et voler leur matériel de recherche afin de se préparer à affronter le dragon. Mais Ashako interrompt cette idée, affirmant que l'esprit d'Higan veut recueillir les gestes mortels de son ami et les emporter chez elle. Tama décide alors qu'ils iront là-bas en premier. Pendant ce temps, Raidu prévoit de se séparer du groupe pour nettoyer le désordre laissé par sa sœur. Avant de partir, Raidu offre son épée magique à Shin, car il ne peut plus porter une arme venue des enfers. Shin dégaine l'épée avec enthousiasme, mais est projetée au loin par les vents violents qu'elle libère. Jinka l'avertit alors que sans pouvoir spirituel, il ne peut la contrôler. Mais Tama le rassure en lui disant que garder l'épée à proximité l'aidera à développer sa propre force spirituelle. Plus tard, lors d'une pause, Tama fait une sieste sur les genoux d'Ashako, mais elle se réveille rapidement en sentant une odeur différente. Elle court dans la forêt en demandant à tout le monde de la suivre. Ils rencontrent alors 3 esprits singes portant des tonneaux d'alcool. Tama tente d'échanger un radis contre un tonneau, mais les singes expliquent que l'alcool est pour leur invité et lui suggèrent de négocier directement avec lui. Suivant les singes, il rencontre Doren le tigre, l'un des 4 chefs des bêtes du temple d'Angai. Il révèle qu'il sait qui ils sont, mais qu'il n'a pas pour mission de les capturer. Mais malgré tout, il ne peut pas les ignorer, car ce sont des criminels recherchés. Pour sortir de l'impasse, Tama propose un concours de boissons. S'ils gagnent, Doren les laissera partir. Il accepte et ils s'assoient tous pour boire. Jinka s'évanouit à la première gorgée, tandis que les autres réalisent que l'alcool des singes est incroyable. Pendant le concours, Tama demande à Doren pourquoi il boit. Il lui raconte qu'il y a quelque temps, il a combattu un esprit tigre dans la région et a été blessé. À cette époque, il a rencontré les singes, terrorisés par le tigre, et sous l'effet de l'alcool, il a enivré le tigre, l'a affaibli et a réussi à le vaincre avec l'aide des singes. Depuis, ils sont de bons amis. Doren, toujours portée par l'ambiance amicale, dit à Tama qu'elle peut tout lui demander. Elle en profite pour lui demander quel est le point faible de Dinom, et il lui révèle que Dinom n'aime pas la nourriture épicée. Malgré cela, Doren déclare que lui seul est capable de vaincre Dinom, car ils sont rivaux depuis longtemps. La compétition de beuverie se poursuit jusqu'à tard, et Shako est le seul à réussir à surpasser Doren, le forçant à accepter la défaite. Le lendemain matin, tout le monde se réveille avec la gueule de bois, sauf Dinka et Shako. Avant de partir, Doren annonce à Dinka qu'ils devront se battre lors de leur prochaine rencontre. Le groupe poursuit ensuite son voyage et atteint bientôt un village protégé par une barrière. Shako explique que Kagan veut traverser le village car c'est le chemin vers sa ville natale, mais qu'elle ne sait pas comment franchir la barrière. Tama demande s'il existe un passage et Dinka suggère d'ouvrir un petit trou pour qu'une personne puisse passer. Mais Tama décide de négocier en sautant par le trou. Elle découvre que le village semble vide et qu'il n'y a aucune trace de piège. Soudain, un esprit visqueux masqué apparaît et se présente comme Fuku. Tama demande s'il a créé la barrière et Fuku confirme, affirmant que cette barrière sert à protéger le village des changements. Il lui demande ensuite si elle a déjà souhaité que demain n'arrive pas. Bien que Tama le nie, Fuku parvient à lire ses souvenirs de la perte d'un ami humain. Fuku, pris de pitié pour Tama, l'invite à le suivre pour être protégé. Tama, cependant, affirme que l'avenir n'est pas toujours mauvais et lui demande de retirer la barrière. Fuku refuse, provoquant Tama, qui le gifle en retour. Fuku s'enfuit et Tama poursuit la créature. Ouverte à la porte d'une maison, Tama découvre quelque chose d'horrible. Elle est choquée et remplie de chagrin,
Elle appelle Fuku pour une conversation paisible et lui explique que, malgré la douleur de la perte de son ami, elle s'est fait de nouveaux amis et est désormais heureuse. Elle insiste sur le fait que Fuku ne peut arrêter le cours du temps et lui demande d'accomplir son devoir de protéger les villageois, même s'ils sont tous morts. L'esprit est triste, mais Tama le serre dans ses bras, lui disant qu'il a fait de son mieux. Elle remercie Fuku d'avoir essayé de la sauver et l'esprit se remplit de larmes. L'esprit dit qu'il n'a plus personne à protéger, alors il disparaît car son rôle dans ce monde est terminé. Et c'est ainsi que la barrière disparaît. Dehors, Jinka et les autres attendaient impatiemment, quand soudain un autre assassin envoyé par le temple arriva pour les tuer. Il se présente comme Heishin, l'un des 4 chefs des bêtes. Heishin pense que Jinka ne peut pas se transformer avec Tama, alors il s'apprête à dégainer son épée, mais Jinka le lui interdit. Il jure de vaincre Heishin sans les pouvoirs de Tama. Soudain, l'assassin sort une épée de sa bourse magique, offerte par Yanzen, et en fait jaillir de nombreuses lames pour l'attaquer. Soudain, la barrière derrière eux disparaît, distrayant Jinka et offrant à Heishin une chance de le frapper. Cependant, Jinka revient le combattre après sa transformation spirituelle et le terrasse d'un coup de poing de bronze. Tama les rejoint alors et annonce que tout s'est arrangé pacifiquement. Ils doivent ensuite reprendre leur voyage. Finalement, ils atteignent une vallée qu'Akagan prétend être son village, mais il ne semble y avoir aucune autre forme de vie. Soudain, les parois de la vallée se mettent à trembler et un visage géant apparaît, accueillant Akagan chez lui. Il rencontre divers esprits terrestres. Et tandis que Xin fait des pompes avec des bébés esprits de pierre sur le dos, Tama remarque qu'il s'implique naturellement auprès d'eux. Elle explique à Jinka qu'il est facile pour les humains et les esprits de coexister, et lui demande pourquoi il souhaite devenir un esprit. Il ne répond pas, mais s'il veut devenir un esprit, c'est pour augmenter sa durée de vie et être aux côtés de Tama pour toujours. Alors qu'il marche sans but, Jinka aperçoit une femme enceinte en détresse sur la route et l'emmène au village des esprits. Ils parlent au visage de Pierre Géant, qui est l'aîné du village. Il autorise la femme à rester au village jusqu'à son accouchement, et le Jinka lui a également fait avaler des talismans, afin que tous les esprits lui paraissent humains. Tama décide qu'ils resteront avec elle jusqu'à son départ. Le soir, Xin s'entraîne au maniement de l'épée au sommet de la vallée, et Shako vient le voir. Elle lui demande s'il est si important pour lui de devenir fort rapidement, et il répond que tous les autres, sauf lui, ont accompli de grandes choses au cours de leur voyage, et qu'il est le seul à être faible. Elle affirme que c'est lui qui l'a sauvée alors qu'elle fuyait. Soudain, elle rougit, et, après avoir dit cela, tente de s'enfuir, mais Kagan l'en empêche, car elle a aussi affaire au garçon. Kagan demande à Xin de dégainer son épée et promet de lui donner quelques conseils sur son maniement. Xin dégaine son épée, mais la pression du vent la fait voler à nouveau. Kagan déclare alors qu'il ne communique pas avec l'épée. Xin essaie de considérer l'épée comme une personne et réalise qu'elle ne l'accepterait pas si facilement en raison de son attachement à son ancien maître. Il confie à Kagan qu'il a lui aussi appris à manier l'épée grâce au fantôme d'un samouraï, ce qui lui permet d'être à l'écoute des esprits. Impressionné, Kagan lui conseille de continuer à s'entraîner dur pour devenir un homme digne d'épouser Shako. Xin rougit en entendant cela, et même Shako rougit après avoir repris le contrôle de son corps. Elle hurle et s'enfuit, mais Xin est désormais déterminé à devenir quelqu'un de digne d'elle. Le lendemain, ils rendent visite à la femme enceinte, et Shako sent le bébé bouger. Tama dit à Jinka de le sentir aussi, mais au moment où il s'apprête à toucher le ventre de la femme de ses mains sales, le travail commence. Au même moment, Duren et Heishin arrivent au village, chargés de traquer Jinka. Tandis que Heishin tente de menacer le doyen du village, Duren le gifle et lui demande poliment la permission de se battre en duel avec l'ennemi du temple d'Angai. Le vieil homme transmet le message à ses invités et, quelques instants plus tard, Jinka, Xin et Shako arrivent pour l'affronter. Jinka est déjà en pleine transformation spirituelle et Duren est impatient de l'affronter. Cependant, Heishin réalise que Tama a disparu et s'éclipse à sa recherche. Duren déclare alors qu'il va lui aussi révéler sa véritable forme. Il libère une énergie spirituelle démentielle qui dévaste le sol, puis se transforme en tigre humain. Il adopte immédiatement une posture de boxeur et s'avance vers Jinka, le frappant d'une rafale de coups ultra rapide. Jinka est mise à terre et lance une attaque de flamme sur Duren, qui résiste à tout. Jinka le fouette alors avec une racine d'arbre, mais même cela s'avère inutile. Duren contracte ses muscles avec fierté, puis attaque à nouveau Jinka, qui utilise ses poings de bronze pour contrer son coup. Le point de bronze est également détruit, et Jinka est projeté en l'air, mais il concentre toute sa force sur l'attaque suivante et frappe Duren avec ses poings de bronze. L'attaque destructrice parvient à renverser l'homme tigre et lui inflige de lourds dégâts, mais Jinka souffre également beaucoup.
Duren se lève et déclare que c'est ainsi que les vrais hommes devraient se battre, et Jinka éclate de rire. Il réalise qu'il veut continuer à combattre Duren et l'attaque avec ses poings de fer géants. Même si c'est un combat à mort, il s'amuse et rit comme des fous. Shin et Shako ne peuvent que les fixer du regard lorsque soudain le roi Shin apparaît derrière eux et leur demande ce qu'ils protègent dans cette zone. Shako attaque immédiatement, mais disparaît, car ce n'était qu'une illusion. Il claque des doigts avant de disparaître, et soudain, un énorme rocher se détache de la vallée et se met à rouler vers la cabane, dissimulé par la magie. Tout le monde est stupéfait, et voyant Jinka distrait, Duren le frappe. Pendant ce temps, Shako et Kagan usent de toute leur force pour empêcher le rocher de rouler vers la cabane. Alors qu'elle se débat, elle demande à Shin d'évacuer tout le monde de la hutte, mais une armée de clones du roi Shin lui barre le chemin. Même Duren, agacé par sa lâcheté, attaque les clones pour finalement découvrir qu'il ne s'agit que d'illusions. Shin pense pouvoir simplement passer devant les clones s'ils sont faux. Mais soudain, le vrai roi Shin se précipite sur lui et frappe Shako à la poitrine. Shin, incapable de contenir sa colère, dégaine son épée, mais le roi Shin le frappe avec des talismans explosifs. Shin regarde Shako, qui tient toujours la pierre, malgré sa blessure ouverte à la poitrine, et elle lui dit qu'elle va bien, car c'est un monstre. Shin demande de l'aide, et Tama lui répond qu'il doit tenir encore un peu, car le bébé est sur le point de naître. Cependant, Shako et Kagan réalisent qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps, mais ils ne le regrettent pas. Shako se souvient des moments heureux passés avec Tama, Jinka et Shin. Au moment où elle est sur le point de mourir, elle entend les pleurs de son nouveau-né. Elle sourit, espérant que le bébé vivra et sera heureux, et utilise toutes ses forces restantes pour assurer sa survie. Grâce à son pouvoir spirituel, elle transforme tout son corps en rocher, l'empêchant fermement de rouler. Les talismans qui contrôlèrent le rocher disparaissent peu après, et tout le monde est sain et sauf. Mais Shin est complètement dévasté. De son côté, le roi Shin s'apprête à tuer Jinka lorsque Duren l'attaque soudainement. Le roi Shin esquive, mais Duren lui dit qu'il bat en retraite et que s'il insiste, il mourra sur place. Jinka reprend vite ses esprits, et Duren s'excuse d'avoir laissé son partenaire intervenir dans le combat. Il promet que cela n'arrivera pas la prochaine fois et s'en va calmement. Jinka remarque alors le rocher et s'approche de Shin pour lui demander si Shako et lui vont bien. Shin désigne simplement le rocher devant lui, et Jinka est dévasté par le sacrifice de Shako. Soudain, Tama l'appelle dans la hutte, car l'accouchement est enfin terminé. La femme a donné naissance à des jumeaux et a décidé de les appeler Shako et Kagan. À ce moment, Jinka se laisse submerger par les larmes, et Tama ne peut retenir ses larmes non plus. Shin, quant à lui, a les mâchoires serrées de rage. De plus, il se sent impuissant. Il quitte discrètement la hutte pour faire son deuil, seul. Un peu plus tard, la mère et ses enfants sont suffisamment rétablis pour voyager, et les esprits locaux proposent de les raccompagner chez eux. La femme ne veut pas se mêler des problèmes du groupe, mais remarque que cela aurait été formidable si Shako avait pu voir les enfants. Après avoir entendu cela, Tama et les autres partent à leur tour, et le doyen du village leur annonce que Shako n'est pas encore morte. Son énergie spirituelle est toujours présente, bien que très faible. Peut-être qu'un jour elle retrouvera ses forces et renaîtra, mais elle pourrait aussi finir par faire partie de la nature et perdre son individualité. Plus tard, on voit tout le monde assis dans une hutte, et Shin a radicalement changé après la perte de Shako. Il communique mieux avec son épée magique, mais à chaque instant, il lui ordonne de se taire, car il va bientôt l'utiliser pour éliminer les moines du temple Nangai. Soudain, un esprit apparaît et Shin se prépare à combattre sans raison. Tama l'arrête et dit à l'esprit qu'elle ne veut blesser ni lui ni son peuple. L'esprit répond que s'ils veulent un abri, ils ne devraient pas venir au village, mais dans une hutte de l'autre côté de la rivière, car il ne veut pas souiller le village avec les ténèbres que Shin porte en lui. Il se repose dans la hutte, et Tama réalise que Jinka et Shin ont été détruits par la mort de Shako. Jinka est encore en convalescence, mais Shin s'est égaré dans sa rage, et elle pense que ce n'est pas bon signe. Soudain, elle entend un garçon parler à sa sœur dehors. Il se plaint qu'il est injuste qu'elle soit sacrifiée à l'esprit pour protéger le village, mais la jeune fille répond que sacrifier un humain tous les 4 ans en échange d'une sécurité totale est une excellente affaire. Entendant cela, Shin se lève et part, déterminé à tuer l'esprit. Tama tente de l'en empêcher, affirmant que les termes de l'accord sont acceptables et que l'esprit protège effectivement le village. Shin l'attrape par le col, affirmant que cela ne change rien au fait qu'il dévore des gens. Jinka le frappe pour avoir parlé ainsi à Tama, mais Shin se lève et part, ignorant complètement les avertissements de Tama, qui lance même un faux serpent pour l'effrayer. Cependant, Shin crie sur le serpent, brisant ainsi l'illusion.
Tama le poursuit et, au lieu de l'arrêter, lui donne un équipement de protection reçu du village des esprits de pierre et lui demande également de ne pas mourir. Shin continue sa route et atteint la forêt. Là, il appelle l'esprit, confiant qu'il peut le tuer avec son épée magique. L'esprit apparaît, mais avant que Shin ne puisse réagir, il est poignardé et tué par Reishin. Shin tente de l'attaquer, mais il ne peut dégainer son épée magique. Il utilise donc une épée normale. Reishin esquive l'attaque et le renverse sous la pression du vent. Reishin décide d'achever Shin, inconscient, mais en réalité, il se trouve dans le royaume mental de l'épée magique. L'esprit de l'épée lui demande de se rendre pour prendre le contrôle de son corps et tout détruire. Shin lui ordonne simplement de se taire, car ce n'est qu'une épée et c'est lui qui la contrôle. Il plonge alors sa main dans la bouche de l'esprit, réclamant toute sa puissance. Dans le monde réel, Reishin s'apprête à le poignarder, lorsque soudain, Shin se réveille et lui lacère le bras. Il déclare alors que c'est le début de sa vengeance contre le temple d'Angai, mais Reishin utilise ses capacités spéciales pour régénérer son bras instantanément. Il arrache son masque, révélant un visage hideux, et tire un canon spirituel sur Shin, qui parvient de justesse à esquiver. Reishin lui lance alors quelques épées, que Shin peine à toutes bloquer. L'esprit de l'épée l'avertit que sa colère ne le rendra pas plus fort, mais seulement plus vulnérable. Shin ignore l'avertissement et continue d'attaquer imprudemment, et Reishin parvient à le désarmer. Mais Shin riposte d'un puissant coup d'épée, frappant Reishin d'un uppercut et le projetant au sol. Il bondit et commence à le frapper, mais doit reculer lorsque Reishin tire un autre canon spirituel. Reishin se relève et jure qu'il va tuer tout le monde, quand soudain, l'esprit gardien du village bondit sur lui et lui fracasse la tête contre le sol dans son dernier souffle. L'esprit meurt peu après, et Shin, bien que confus, ne laisse pas passer l'occasion. Il ramasse son épée et se prépare à achever le Reishin, déterminé à venger Shako. Cependant, il entend la voix de Shako, et l'illusion de sa conversation avec Kagan apparaît devant ses yeux. Ils disent que ce genre d'acte ne lui convient pas, et Shin crie, affirmant qu'il ne le fait pas pour eux, mais pour lui-même. Malgré cela, il ne peut achever le Reishin, car le visage de Shako apparaît sans cesse devant lui. Soudain, un talisman sort du corps de Reishin, et à travers lui, Nyanzen commence à parler à Shin. Il lui demande de ne pas détruire le corps de Reishin, car cela lui a coûté beaucoup d'argent et d'efforts. Il ordonne alors à Reishin de revenir immédiatement, sinon il activera son protocole d'autodestruction. Shin et Reishin échangent un regard et déclarent que le combat n'est pas terminé, mais avant que Shin ne puisse faire quoi que ce soit, Reishin lance une bombe fumigène et disparaît. Plus tard, Shin retourne au village, toujours perplexe quant à son propre objectif de devenir plus fort. Un villageois s'approche de lui et lui demande s'il est celui qui a tué l'esprit Ga. L'homme se lamente que le village est condamné, mais Shin répond que les villageois devraient le protéger seuls, plutôt que de compter sur les autres pour faire le sale boulot. Le villageois se plaint que personne ici ne sache manier l'épée, et Shin, furieux, lui dit de mourir s'il ne parvient pas à devenir plus fort. Même en parlant à Nureza, il est toujours perdu, ne sachant pas quoi faire de sa vie. Il traverse le pont et trouve ses amis qui l'attendent. Il décide de quitter le village au plus vite, avant que les villageois ne se retournent contre eux. Mais avant de partir, la jeune fille que Shin a sauvée du sacrifice le remercie. Le soir, Tama demande à Shin ce qu'il compte faire maintenant, et il répond qu'il va devenir assez fort pour venger Shako et s'assurer que les moines du temple d'Angai ne ruinent la vie de personne. Plus tard, pendant que Tama et Jinka dorment, Shin continue de s'entraîner au sabre, sans relâche. Le lendemain, ils arrivent dans une vallée sinistre, où deux esprits géants appelés Tengo apparaissent pour les accueillir, accompagnés de leur chef, une femme très séduisante. Elle dit avoir appris que le groupe Tengen est un ennemi du temple d'Angai et souhaite devenir leur allié. La femme invite le groupe à la suivre et, chemin faisant, se présente comme une déesse de la montagne. Elle dit vouloir les emmener dans un endroit sûr où ils pourront se détendre et se cacher de l'homme dragon de Dangai. Shin demande s'il n'est pas dangereux pour elle de se promener sans garde du corps, mais la déesse répond qu'elle n'a pas besoin de protection. Elle dit que Jinka, avec ses yeux de fée, devrait pouvoir le sentir, mais Jinka ne semble pas s'en soucier et ne réalise même pas sa force. La déesse de la montagne les emmène alors dans sa cachette, une grotte dans les montagnes, remplie de piliers de cristal scintillant. Pendant ce temps, dans une autre partie de la vallée, le prêtre dragon Jin-un et son assistant Senya arrivent à l'entrée et demandent le passage aux gardes Tengu.
Ils refusent, prétextant avoir reçu l'ordre de leur maître d'arrêter les intrus, mais Jin-un n'a pas l'intention de reculer. Il ordonne à Senya de combattre les gardes, et le garçon transforme ses bras en armes tranchantes, éliminant le Tengu en un instant. Jin-un est satisfait de la performance de son apprenti, mais soudain, les Tengu morts se transforment en corbeaux, révélant que tout cela n'était qu'une illusion pour tromper les envahisseurs. Senya réalise qu'il est tombé dans le piège, mais Jin-un est convaincu que cette expérience l'aidera à grandir. De retour dans la grotte, Tama et ses amis sont assis au sommet du plus haut pilier, et la déesse de la montagne leur dit qu'ils peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Elle explique qu'elle les a appris par l'aîné au visage impassible, qui est en l'occurrence un vieil ami. Bien qu'elle paraisse amicale, Tama comprend que la déesse veut une faveur et lui demande d'aller droit au but. La déesse de la montagne leur demande alors de réveiller Tazan, un esprit semblable à un château qui garde le centre de recherche de Dangai. Elle explique que Tazan est aussi un dieu de la montagne, comme elle, mais que les prêtres de Dangai lui ont lavé le cerveau pour qu'il les serve. Elle dit qu'il suffit de le frapper fort pour qu'il retrouve son état normal. Mais le groupe ne croit pas que ce soit si simple. La déesse de la montagne leur assure alors qu'elle administrera elle-même une partie des fessées, mais qu'elle a besoin qu'ils l'emmènent là où se trouve Tazan. Elle dit que c'est une bonne affaire pour eux, car cela leur permettra de s'emparer de l'un des 3 principaux pouvoirs du temple de Dangai. Jinka croit que le dragon est le 2e pouvoir et demande quel est le 3e. La déesse de la montagne répond que le 3e pouvoir est un esprit appelé Kuzunoha, ce qui terrifie Tama. Jinka veut en savoir plus sur Kuzunoha, et la déesse de la montagne commence à raconter l'histoire. Elle explique qu'il y a de nombreuses années, un homme a rejoint les moines de Dangai et a consacré sa vie à la recherche. Un jour, il fut envoyé pour maîtriser un renard à 9 queues appelé Kuzunoha, mais en la voyant, il eut le coup de foudre, et Kuzunoha aussi. L'homme tua alors sa propre équipe pour elle, et ils formèrent un couple. Ce moine était Yanzen, aujourd'hui prêtre en chef du temple de Dangai. Tama fut complètement choquée par cette histoire. Lorsque Shin et Jinka la regardèrent, elle fut gênée et révéla que Kuzunoha était en réalité sa mère, ce qui signifie que Yanzen était son beau-père. La déesse de la montagne raconte une histoire. Yanzen prétendit que Kuzunoha avait été vaincu au combat, mais qu'en réalité, il l'avait caché et avait passé des années à chercher des moyens de transformer les esprits en humains. Tout le monde réalisa que les humains spirituellement améliorés ne sont que des prototypes ratés des expériences de Yanzen, ce qui poussa Shin à jurer de le tuer. Tama acquiesce et dit que sa mère a toujours été une idiote lorsqu'elle tombait amoureuse et qu'il devrait donc se préparer à l'affronter aussi. Soudain, une volée de corbeaux vole vers eux, une fille saute par-dessus et atterrit sur la tête de Shin. Elle prévient la déesse de la montagne que l'homme-dragon médite afin de briser le sort qu'elle lui a jeté pour le désorienter. Shin attaque la fille pour ne pas s'être excusée, mais lorsqu'elle se retourne, elle voit Jinka et tombe amoureuse de lui. Jinka la rejette sur le champ, prétextant qu'elle est humaine et qu'il n'aime que les filles monstres. Il lui demande également ce qu'elle fait là. La déesse de la montagne explique qu'elle a rencontré une fille un jour et a décidé de l'adopter. Elle la présente comme étant Rinzu, son assistante et apprentie. La déesse projette alors l'image de Dinum en train de méditer et décide de lui jouer un tour. Elle envoie un esprit féminin pour le séduire, et Dinum lui couvre aussitôt les yeux, afin qu'il ne voie pas la femme indécente. Après avoir observé la scène et s'être amusé un peu, il lui crie de partir. Au même instant, la jeune fille se transforme en Waxinim, sa véritable forme, et s'enfuit. La déesse rit et ordonne à tous les esprits de la vallée de distraire le dragon, permettant ainsi à ses nouveaux alliés de s'entraîner. Tama dit que le temps presse, alors la déesse ralentit le cours du temps, afin qu'ils puissent s'entraîner sans précipitation. Elle explique qu'il n'y a pas de limite à leur potentiel et les envoie s'entraîner séparément. Elle s'occupe d'abord de Jinka, qui est envoyé dans un lieu ouvert. Il rencontre son maître, Koko, et la déesse de la montagne lui dit que Koko était un pervers de premier ordre, qui la draguait sans cesse et qu'elle le grondait si fort que cela finit par l'aider à devenir le plus puissant des guerriers sages du monde. Elle invoque alors Rinsu et lui propose un défi. Si elle triomphe de Jinka, elle remportera un sort qui le rendra sien pour toujours. Rinzu est très excité, et la déesse dit à Jinka qu'il doit se battre avec tout son être, car ni lui ni elle ne peuvent mourir dans cet espace. Sans attendre, Rinzu invoque une grande hache et attaque Jinka, avant même qu'il puisse se préparer. Elle lui coupe le bras, ce qui le terrifie, mais il réalise rapidement que son bras est redevenu normal. Déconcerté, il esquive les coups, cherchant à comprendre ce qui se passe. Mais Rinzu transforme la hache en marteau, puis en patte géante, attaquant de toutes sortes de manières. Jinka, réalisant qu'elle se retient, invoque des talismans explosifs et les lance sur lui. Tandis que Jinka esquive, la déesse de la montagne décide de lui parler de ses yeux de fée. Elle explique que les personnes dotées d'un pouvoir spirituel spécial naissent avec des yeux de fée,
et que ces personnes viennent toujours au monde en tant que jumeaux. Rinzu, distrait, imaginant qu'il pourrait exister une autre belle Jinka, en profite pour la frapper à la tête. L'histoire ne le surprend pas non plus, car il a déjà vu son frère jumeau, qui vit heureux avec ses parents. La déesse révèle que lorsque des jumeaux aux yeux de fée vivent ensemble, des esprits maléfiques les entourent. C'est pourquoi Maître Coco a suggéré à ses parents de l'envoyer chez elle. Jinka hurle, demandant pourquoi il a dû être envoyé loin et vivre une vie difficile, alors que son frère vivait confortablement. La déesse rit, affirmant que sa réaction prouve qu'il est encore humain. Elle se sent désolée pour lui et lui reproche son existence malheureuse. Mais Jinka réplique que malgré les difficultés, il a aussi connu des moments heureux, et qu'il ne se considère donc pas malheureux. Soudain, quelque chose en lui se brise et il voit la déesse enveloppée d'une intense aura spirituelle. Elle le félicite d'avoir enfin accepté sa place dans le monde, ce qui a permis de briser le silo de ses yeux de fée. Jinka peut désormais voir l'énergie spirituelle de chacun, y compris celle de Rinzu. Il réalise que ses talismans explosifs sont presque sans puissance et qu'il n'a même plus besoin d'esquiver. Il perçoit également sa propre aura, ce qui lui permet de comprendre qu'il s'agit des âmes humaines et qu'il n'y a aucune différence entre les humains et les esprits. Rinzu continue d'attaquer, mais il lui tient simplement les mains et lui demande de se rendre. Elle capitule immédiatement, s'accroche à lui et sourit. La déesse de la montagne lui annonce qu'il a réussi l'épreuve, mais qu'il lui reste encore beaucoup d'entraînement. Pendant ce temps, l'épreuve de Tama consiste à perfectionner son pouvoir spirituel pour traverser un lac. La déesse de la montagne crée un clone pour la distraire, lui faisant perdre sa concentration. De son côté, Shin tombe sur un énorme rocher qui lui barre la route. Il tente de le traverser avec la puissance de son épée magique, mais en vain. Il décide alors d'utiliser le vent pour voler au-delà du rocher. À cet instant, le ciel s'ouvre et il retourne dans le monde réel, avec le clone de la déesse attaché à lui. Elle commente que, malgré son air le plus distrait du groupe, il a été le premier à réussir l'épreuve. Sans préparation, il tombe dans la forêt, où il trouve Xenia en train de jouer avec un jouet laissé par un esprit pour le distraire. Shin tente d'utiliser le pouvoir de son épée pour amortir sa chute, mais finit par percuter Xenia. Une fois la poussière retombée, il se retrouve avec une épée pointée sur le cou de Xenia. Shin panique, mais un clone de la déesse lui annonce que c'est une occasion unique. Elle explique que la discipline du dragon est bien plus forte que la sienne et qu'il ne fait que commencer. Elle demande à Shin de tuer Xenia, et Xenia elle-même accepte. Shin leur demande de se taire, mais le clone insiste. S'il laisse partir le garçon, il le détruira en un instant, et, un jour, il deviendra plus fort qu'un dragon. Elle voit les milliers d'esprits piégés dans le corps de Xenia, lui donnant le potentiel de devenir un véritable démon. Horrifié, Shin se met à pleurer en pensant que le temple n'a pas épargné un garçon et l'a transformé en monstre. Xenia se lève et transforme sa main en arme. Shin lui demande simplement de faire vite. Xenia balance son bras, mais ne le blesse pas. Au lieu de cela, il brise le jouet avec lequel il jouait, maudit sa situation et s'enfuit. Le clone loue Shin comme l'homme qui a laissé vivre le futur roi des esprits et dit qu'ils doivent retourner à leur entraînement. La déesse de la montagne affirme que pour terminer son entraînement, Jinka doit combattre le dragon. Jinka panique et affirme que c'est impossible, mais elle insiste. Il admet qu'il a peut-être une chance sur une de le vaincre, et la déesse acquiesce, affirmant qu'il ne lui faut qu'un miracle. Elle l'envoie directement chez Dinun, qui déjeune tranquillement. Jinka tombe dans la rivière et est emporté par le courant, tandis que Dinun se demande s'il s'agit d'une autre illusion. Pendant ce temps, Tama se déshabille, de plus en plus lourd et inconfortable, à chaque chute dans le lac. Elle souhaite affiner son pouvoir spirituel en restant sur le lac le plus longtemps possible, mais perd l'équilibre en apprenant que Shin et Jinka ont réussi l'épreuve. Lorsqu'elle émerge, le clone de la déesse lui annonce qu'elle a peut-être 1000 ans pour s'entraîner dans cet espace, et qu'elle a deux options, réussir ou perdre la raison à force d'efforts. Tama s'assoit pour méditer et profitera pleinement de son temps. Le soir, Shin et Jinka sont de retour à la cabane avec le clone de Rinzo, qui leur explique que l'entraînement d'aujourd'hui leur a appris à se préparer aux rencontres inattendues. Soudain, Tama entre, l'air distant, comme si elle avait revu ses amis depuis très longtemps. Le clone annonce qu'ils sont prêts à lancer une attaque contre le siège du temple de Dangai. Pendant ce temps, elle jettera un sort sur la montagne pour occuper Dinum quelques jours. Cependant, Tama pense qu'ils devraient d'abord saisir cette occasion pour vaincre Dinum, mais le clone leur dit qu'ils ne sont pas encore assez forts pour cela. Tama a un plan et pense que c'est la meilleure occasion de le mettre à exécution. Lorsque le clone et Rinzo partent, Tama explique qu'elle compte mener la déesse de la montagne au combat contre le prêtre dragon. Les garçons pensent que cela ne fonctionnera pas, mais Tama y croit, car la déesse accorde une certaine valeur à leur vie. Sinon, elle n'aurait pas consacré autant d'efforts à les entraîner. Le lendemain, ils se dirigent vers l'endroit où se trouve Dinum. Tama explique qu'ils vont suivre une stratégie d'attaque et de fuite pour l'emmener au couvil de la déesse de la montagne. Bientôt, ils repèrent Dinum
et Tama s'apprête à partager son pouvoir avec Jinka lorsqu'Osen apparaît et le jette dehors. L'instant d'après, Jinka trouve Dinom à ses côtés, qui se transforme en dragon pour l'exécuter. Jinka est terrifié à la vue de l'immense aura spirituelle de Dinom et pense que le combat est terminé. Cependant, Dinom rate la première attaque, car le sol est plus fragile qu'il ne l'imaginait. Il attaque à nouveau, mais par un coup de chance, le sol s'effondre sous ses pieds, et Jinka esquive à son tour. Tama et Shin ne peuvent que le regarder survivre, tandis que Senya les retient en otage. Au sol, Jinka se souvient de ce que la déesse lui a dit à propos du miracle qui lui permettrait de vaincre le dragon et se met à rire comme un fou. Dinon, surpris par son rire soudain, l'attaque quand même. Cependant, il ne touche qu'une poupée de papier. Alors Jinka utilise ses talismans pour lancer des épées dans sa direction. Dinon les fracasse tous d'un coup de pied et réalise que le Jinka derrière lui n'est qu'une illusion. Il pense que le Jinka va l'attaquer du ciel, mais c'est aussi un canular. Et le vrai Jinka apparaît à côté de Tama et l'emmène. Il boit son sang et se transforme en esprit. Cette fois, il possède 5 queues au lieu de 4, car Tama a accru ses capacités spirituelles après avoir médité pendant 10 ans dans cet espace étrange. Tama observe Jinka affronter le dragon et se demande s'il parviendra à maîtriser la technique de la 5e queue. Jinka réalise qu'il a 3 fois plus de puissance qu'avant, mais ce n'est toujours pas suffisant pour vaincre Dinon. Dinon lui offre l'opportunité de frapper en premier, et Jinka transforme sa 5e queue en une épée géante pour l'attaquer. Dinon esquive facilement, mais constate que Jinka n'est plus devant lui. Il a utilisé l'épée géante comme diversion pour se faufiler derrière l'homme dragon, et c'est là qu'il utilise son coup de grâce, qui combine la puissance des 5 éléments. Jinka envoie la boule géante, remplie d'énergie spirituelle explosive vers Dinon, qui envoie une explosion avec son énergie spirituelle sombre, renversant ainsi l'attaque. Lorsque la fumée se dissipe, on constate que Jinka et Dinon ont perdu un bras. Jinka saigne abondamment et craint d'en mourir. Cette peur force son pouvoir caché, et une 6e queue, faite d'éclairs, apparaît sur son corps. Dinon réalise qu'il est trop dangereux pour être laissé seul et bondit haut dans le ciel pour achever Jinka d'un coup de grâce. Jinka lance également son éclair vers lui, mais avant qu'il ne puisse se faire face, un clone de la déesse de la montagne apparaît entre eux et les empêche de se battre. D'un simple mouvement du doigt, elle appuie sur Jinka et invoque une colline et des lianes robustes pour piéger Dinon. Elle leur dit de ralentir leurs attaques, sinon ils finiront par endommager sa montagne. Senya est choquée d'avoir arrêté si facilement l'attaque finale de son maître, et Shin pense que le plan de Tama a fonctionné et qu'ils ont réussi à attirer la déesse de la montagne dans le combat. Elle comprend cela aussi et dit à Jinka qu'ils lui ont déjà fait comprendre, mais montre ensuite son côté sombre et dit que l'entraîner dans ce combat leur coûtera cher. À cet instant, Dinon libère son pouvoir et détruit la colline qui le retenait. Le clone de la déesse lui dit qu'il ne peut gagner contre elle et use de son immense pression spirituelle pour lui demander de s'excuser et de s'enfuir. Dinon lui assure fermement qu'il accomplira sa mission et demande au clone de partir. Elle lui dit apprécier son attitude virile et envoie soudain des bras de terre géants pour l'attraper et le projeter à la surface. Senya, paniquée à cette vue, se précipite sur le clone de la déesse. Elle l'attrape à son tour et, alors qu'elle scelle le trou dans lequel elle a jeté Dinon, Senya hurle, appelant Dinon « Père ». Le clone emprisonne Dinon dans une boule de liane résistante. Pendant ce temps, la transformation spirituelle de Jinka est annulée et il s'effondre. Tama et Rinzu se précipitent à son secours. Le clone de la déesse réalise que Jinka a perdu beaucoup de sang. Elle sort alors une graine de sa manche et l'enfouit dans sa main blessée, refermant ainsi la blessure. Cependant, le clone fait comprendre qu'elle n'a toujours pas oublié le prix qu'ils doivent payer pour l'avoir manipulée. Tama lui demande ce qu'elle veut et la véritable déesse de la montagne surgit soudain de terre. Elle dit qu'elle dévorera probablement les âmes de Tama et Jinka une fois leur voyage terminé. Shin se demande si elle compte vraiment les manger, puis regarde le bras de Jinka, réalisant qu'il représente toujours un fardeau pour le groupe. Ensuite, le groupe part avec Rinzu à la recherche de l'esprit de la montagne appelé Tazan, dans le but de le sauver. Pendant ce temps, le grand prêtre apprend que Dinon et Senya ont été capturés et que Jinka et son groupe se rapprochent. Le grand prêtre informe Duren que, bien que blessé, Jinka sera probablement plus fort qu'avant. Duren, enthousiasmé par l'idée d'un combat, conseille au grand prêtre de diversifier ses forces, car compter uniquement sur Dirum ne serait pas viable à long terme. Il part se préparer pour le prochain combat, tandis que le grand prêtre réfléchit à la possibilité de libérer le deuxième groupe d'humains spirituellement améliorés. Bientôt, Duren rencontre le deuxième groupe, les Dixins. Il le défie en combat, affirmant leur supériorité et que sa présence au temple n'est plus nécessaire. Duren se transforme en tigre et les Dixins prennent leur forme bestiale, mais Duren les vaincra en quelques minutes et se plaint que la nouvelle génération est trop faible. Pendant ce temps, Jinka se réveille enfin, inconscient depuis son combat contre Dinon. Il semble triste d'avoir perdu un bras, mais surprend tout le monde en serrant Tama dans ses bras
et en lui annonçant que son plan a fonctionné. Il est soulagé qu'ils aient pu se débarrasser de Dinon au prix d'un seul bras. Tama, cependant, n'ose pas lui avouer que la déesse de la montagne veut dévorer son âme. Rinzo trouve son attitude masculine, mais Jinka ne se souvient même plus de son nom. Shin est déconcerté par la capacité de Jinka à rire, même après avoir perdu un bras. Mais Tama explique qu'ils n'ont d'autre choix que d'accepter. Elle demande à Shin de sourire aussi, mais il déclare qu'il n'a pas le droit de sourire, puisqu'il n'a pas pu sauver Shako. Tama tente de le consoler en lui disant que Shako pourrait encore revenir à la vie dans quelques siècles, et Shin acquiesce, estimant que ce serait très gentil, et s'en va. À ce moment-là, Jinka lui demande d'acheter des biscuits en chemin. Jinka commente que malgré la perte de son bras, il se sent au meilleur de sa forme. Tama acquiesce et annonce qu'ils reprendront leur voyage le lendemain. Le lendemain matin, Rinzo distribue des talismans au groupe, leur demandant d'y inscrire leur nom. Elle explique que cela lui permettra d'utiliser sa technique d'invocation pour les invoquer en cas de besoin. Jinka doute de ses capacités, tandis que Shin n'en comprend même pas le concept. Rinzo décide de prouver ses capacités en invoquant un corbeau de sa montagne, à la surprise générale. Elle prévoit également d'utiliser les talismans pour invoquer d'autres esprits désireux de combattre le temple Langai, mais Tama l'interdit. Elle précise que leur combat est pour la justice et la réforme du monde, et non pour la vengeance. Rinzo accepte alors de n'invoquer d'autres esprits qu'en cas d'extrême nécessité. Le groupe arrive enfin au siège du temple d'Angai et décide d'entrer à nouveau par la porte principale. Avant cela, Tama appelle Jinka pour un moment seul. Elle lui expose son épaule afin qu'il puisse boire son sang, ce qui augmentera considérablement son pouvoir spirituel. À l'approche de Jinka, il révèle ses vœux. S'il parvient à se transformer complètement en esprit après avoir obtenu les matériaux de recherche du Dangai, son rêve est d'épouser Tama. Tama rougit lorsque Jinka avoue son désir de l'épouser. Elle tente de plaisanter sur la situation, affirmant qu'elle devra d'abord faire grandir son corps, sinon les spectateurs trouveront cela très mal. Jinka accepte et avance en lui mordant l'épaule. Tama ressent un frisson particulier cette fois, et grâce à cela, Jinka se transforme enfin en un esprit complet, cette fois doté de 6 queues. Ils rejoignent le groupe, déterminés à entrer ensemble dans le quartier général du temple d'Angai, car chacun a des affaires à régler avec les moines et leurs associés. En franchissant la porte principale, ils croisent Duren, qui les attend seul. Tous les autres moines sont postés pour protéger les autres sorties. Sans perdre de temps, Duren se transforme en tigre et le premier combat commence. Jinka se jette en avant avec son coup de poing en bronze, mais Duren le brise facilement, contrant d'un coup puissant et le projetant au sol. Jinka tente de l'attaquer avec son bâton, mais son attaque est vaine. Il tente ensuite d'utiliser une autre queue en bois, mais Duren l'esquive et le projette valser d'un coup de poing bien placé. Pendant ce temps, Shin, à bout de patience, remarque un clone du roi Shin se faufilant dans l'ombre. Sans hésiter, il dégaine son épée et la frappe, éliminant le clone instantanément. De loin, le véritable roi Shin rit et le taquine, l'invitant à se joindre à lui pour combattre. Il s'en va rapidement, et Tama lui demande de ne pas crier à l'aide s'il est en danger. De retour au combat principal, Jinka tente d'utiliser sa queue éclair pour attaquer Duren, mais échoue en canalisant mal son énergie spirituelle, ce qui lui donne l'occasion de contre-attaquer. Les deux hommes continuent d'échanger des coups, tandis que Duren repense à ses anciennes peurs de devenir un combattant inférieur. Il se souvient avoir poursuivi Dinum, un adversaire bien plus fort, et que maintenant, même si Jinka a plus d'énergie spirituelle, il peut encore le vaincre. Jinka, allongé au sol, réalise qu'il a surestimé ses propres capacités, mais se relève avec une détermination renouvelée. Jinka décide d'accomplir un véritable miracle, invoquer simultanément les techniques de toutes ses queues pour attaquer Duren. Malgré cela, Duren parvient à le repousser, mais Jinka rit, disant qu'il commence à comprendre les mouvements de son adversaire. Grâce à ses yeux de fée, il est désormais capable de prédire les prochains coups de Duren, observant précisément où son énergie spirituelle s'accumule. Lorsque Duren tente de l'attaquer à nouveau, Jinka ressent quelque chose d'inhabituel. Une boule d'énergie spirituelle apparaît à l'endroit où se trouvait sa main gauche détruite. Juste au moment opportun, il libère un jus avec cette nouvelle main énergétique, frappant Duren et l'envoyant voler. Tama est choqué par la scène, tandis que Rinzu croit que c'est le résultat du pouvoir de la graine que la déesse de la montagne a plantée dans son bras. Duren rit, disant avoir ressenti l'impact du coup, mais prévient que le combat sera désormais spécial. Il concentre son énergie spirituelle dans ses poings, et soudain, des dizaines d'orbes spirituels apparaissent autour de lui, formant un spectacle terrifiant. Pendant ce temps, Shin continue de suivre le roi Shin, réussissant à ouvrir un sac qu'il portait, mais celui-ci explose.
révélant qu'il s'agit d'un faux piège. Le roi Shin continue de le taquiner et de l'entraîner dans une grotte éclairée par des bougies. À mesure qu'il progresse, la grotte devient de plus en plus sophistiquée, jusqu'à ressembler à une installation complète. Shin rencontre un moine blessé en chemin et, pris de rage, l'attaque. Mais le moine s'avère être l'un des 10 saints et se transforme pour parer l'attaque. Le moine lui demande comment Shin a réussi à pénétrer au cœur du laboratoire, mais Shin l'ignore, affirmant qu'il ne veut que le roi Shin. Soudain, le moine est transpercé en plein cœur par une lame géante, suivie du roi Shin, qui se transforme en une créature gigantesque. Shin esquive le harpon tiré par le roi Shin, mais a à peine le temps de se remettre qu'il se retrouve face à des canons pointés directement sur lui. Le roi Shin tire avec ses canons spirituels et utilise la magie du vent de son épée pour s'accrocher au mur et esquiver les attaques, puis frappe le roi Shin au visage. Cela met son adversaire en colère, qui attaque à nouveau. Mais Shin flotte dans les airs, esquivant avec agilité. Par un mouvement inattendu, Shin change de stratégie et s'enfuit, forçant le roi Shin à le suivre. Pendant ce temps, dans le temple principal, Jinka se bat férocement contre Duren, qui le frappe d'une série de coups incroyablement rapides. Malgré ses tentatives de protection avec ses points de bronze, Jinka est instantanément mis KO. Mais grâce à son impressionnante volonté, il se relève. Duren, conscient de son courage, explique que sa technique déforme l'espace-temps, ce qui lui permet d'infliger des centaines de coups en une seule seconde. Il révèle également qu'il ne s'agit que de la phase initiale de sa technique et qu'il compte bien la perfectionner. Jinka, encore étourdi par les coups, réalise que sa main gauche, désormais chargée d'énergie spirituelle, peut l'aider à apaiser son esprit. Il choque tout le monde en enfonçant cette main énergétique dans son propre cerveau, libérant un nouveau niveau de puissance. Il fait apparaître une 7e queue, faite d'une tempête de vent. Le combat reprend, et Jinka utilise sa nouvelle queue pour augmenter sa vitesse, frappant Duren avant qu'il ne puisse réagir. Duren, confiant, affirme que la même technique ne fonctionne pas 2 fois contre lui. En réponse, Jinka combine les 5 éléments dans son attaque finale. Il encercle Duren d'attaques de foudre et de vent et tente de le maîtriser. Malgré cela, Duren compte sur sa propre vitesse pour s'échapper et attaquer Jinka. Alors qu'il s'apprête à le frapper, plusieurs silhouettes mystérieuses apparaissent derrière eux, interrompant le combat. Déconcertés, Duren et Jinka s'arrêtent, et l'instant d'après, Duren est touché par la puissante bombe spirituelle de Jinka. Tama court vers Jinka et lui demande s'il a vu les étranges silhouettes, ce qui lui est confirmé. Mais avant qu'il ne comprenne ce qui s'est passé, Duren émerge de la fumée, couvert de blessures. Il accepte sa défaite et offre sa tête à Jinka. Mais Tama intervient, affirmant que personne n'a plus besoin de tuer qui que ce soit. Duren admet s'être bien amusé, puis s'effondre. Observant la scène de loin, Yanzang est choqué de constater la défaite de Duren et panique, prétextant qu'il doit fuir. La personne à côté de lui se moque de lui. Pendant ce temps, Shin affronte le roi Shin dans une pièce remplie de piliers. Il utilise ces piliers pour esquiver les attaques du roi Shin, tout en débattant avec son épée magique, qui suggère de l'emmener dans des espaces ouverts pour libérer toute sa puissance. Distrait par la conversation, Shin manque d'être touché par les canons spirituels du roi Shin. L'épée magique décide alors d'agir, chargeant Shin de sa volonté et forçant le roi Shin à ouvrir un trou dans le plafond. L'épée fait voler Shin, mais le roi Shin le suit grâce au propulseur de son armure mécanique. Au paradis, le combat continue. Shin et le roi Shin échangent des coups d'épée, et l'épée magique prend un air philosophique, invitant Shin à lever les yeux vers le ciel et à se libérer de ses désirs terrestres. Inspiré, Shin concentre toute sa puissance en une seule attaque. Il découpe alors le roi Shin et son armure mécanique, les coupant en deux. Mais le roi Shin survit parmi les débris. Il tente une dernière attaque, mais Shin le désarme et les deux hommes commencent à échanger leurs fluides. Shin porte finalement un coup dévastateur, détruisant le corps artificiel du roi Shin, qui perd connaissance à jamais. Shin tombe à genoux et hurle en réalisant que le roi Shin est mort. Pendant ce temps, Jinka s'approche de son épée magique, désormais conscient et transformé en esprit. Tama suggère à Shin de rentrer chez lui et de se reposer, mais il refuse, prétextant qu'il ne se reposera pas tant que les monstres qui ont créé les humains spirituellement améliorés continueront d'exister. En chemin, Shin demande à Jinka s'il veut toujours devenir un esprit, et tous deux conviennent qu'intérieurement, les esprits et les humains sont identiques. Jinka mentionne qu'il a trouvé un moyen de transformer son corps en esprit, mais Tama lui interdit toute action, impliquant une modification de son cerveau. Tous deux se fixent intensément, mais sont interrompus par un tremblement de terre. Rinzu envoie son corbeau explorer les lieux, et celui-ci découvre quelque chose d'inquiétant. Le dieu de la montagne, Tazan, s'est réveillé. L'immense forteresse ambulante approche à grands pas, ce qui représente un grand danger pour eux tous. Sans perdre de temps, Rinzu décide d'invoquer la déesse de la montagne, espérant qu'elle puisse remettre les choses en ordre. Mais à la surprise générale, l'invocation ne semble pas fonctionner, et Tazan tente de les écraser à pas de géant. Le groupe s'enfuit, et Rinzu les rassure en leur expliquant qu'un être aussi puissant que la déesse de la montagne met du temps à se manifester.
Heureusement, la déesse apparaît, emportant avec elle une montagne entière. Oui, une montagne avec des jambes. La déesse regarde Tazan et déclare qu'il est temps pour lui de se reposer. Puis, d'un seul coup, elle le terrasse. La gigantesque forteresse s'effondre, laissant Yazen et Kuzunoha terrifiés. Elle parle à Yazen et lui explique qu'il n'a plus qu'une seule option. Elle expose son épaule et Yazen la mord sans hésiter. À cet instant, une lumière dorée commence à rayonner de la forteresse en ruine et Jinka ressent bientôt une sensation familière. Yazen émerge de la forteresse, transformé en esprit renard à 9 queues, portant Kuzunoha dans ses bras. Tama observe la scène et au même moment, Jinka lui ordonne d'avancer. Il vole vers Yazen et Kuzunoha, tandis que Shin se prépare également à agir. Hinzo saisit l'occasion et demande à Shin de l'emmener. Au milieu du chaos, Yazen demande à Kuzunoha qui est le père de Tama. Kuzunoha, avec un sourire énigmatique, lui répond par une question, lui demandant s'il veut vraiment savoir. Yazen décide d'abandonner le sujet et suggère qu'ils concentrent leurs efforts sur la fuite, surtout avec la déesse de la montagne devant eux. Mais la déesse ne compte pas les laisser impunis. Elle lance des pains comme des projectiles, qui explosent lorsqu'ils atteignent leur cible. Yazen crée une puissante barrière métallique pour bloquer les attaques, proclamant que la connaissance humaine peut vaincre des monstres comme la déesse. Cette provocation exaspère encore plus la déesse, qui embrase la montagne entière. Voyant la situation intenable, Yazen et Kuzunoha prennent immédiatement la fuite. Tama, cependant, ne veut pas les laisser s'échapper. Elle demande à Jinka de la jeter dans leur direction. Il obéit, utilisant son poing de bronze pour la propulser, et Tama frappe Kuzunoha d'un coup de pied direct au visage. Jinka atteint également Yazen et déchaîne ses queues pour l'attaquer, mais Yazen, désormais sous sa forme de renard, neutralise ses attaques avec aisance. Il utilise 2 de ses queues restantes pour contre-attaquer, et Jinka peut à peine se défendre avec son bâton. À ce moment-là, la déesse de la montagne décide d'interrompre sa propre attaque pour éviter de mettre son apprenti en danger. Yazen se tourne alors vers Tama, irrité par le coup qu'elle a apporté à sa bien-aimée. Tama, cependant, lui ordonne de se taire, affirmant qu'il s'agit d'une affaire de famille. Tama confronte sa mère à ses choix, et Yazen, voulant intervenir, finit par être arrêté par Jinka. Tandis qu'ils échangent des coups, Yazen se plaint et envisage de fuir avec un otage. Pendant le combat, Jinka interroge Yazen sur ses expériences et sa relation avec Koko. Mais Yazen se contente de rire, refusant de répondre, ce qui pousse Jin à l'attaquer encore plus fort. Pendant ce temps, Tama fait la morale à sa mère, mais Kuzunoha rit simplement, lui disant que lorsqu'on aime un homme, il faut l'accepter tel qu'il est. Cependant, Tama la réprimande, affirmant que Jinka et Genzo, qui est en l'occurrence le père de Jinka, ne commettraient jamais d'acte aussi impardonnable que Yazen. Kuzunoha, intriguée, demande si Tama est tombée amoureuse de Genzo, affirmant que si c'est le cas, elle a fini par tomber amoureuse du père et du fils. Cette provocation laisse Tama momentanément sans voix. Mais elle se reprend et déclare ne pas comprendre l'amour romantique. Au contraire, elle prétend aimer tous les humains pour ce qu'ils sont. Tama se souvient de ses premières rencontres avec Genzo et Jinka, renforçant son amour pour l'humanité tout entière. Kuzunoha, de son côté, tente de la convaincre de les rejoindre, arguant que Yazen peut la transformer en humaine. Mais Tama refuse, affirmant que ses amis l'acceptent telle qu'elle est, et, déterminée, elle jure d'arrêter Yazen à tout prix. Mais à ce moment-là, Kuzunoha commente que Jinka est en train de se transformer en quelque chose d'inhumain. Lorsque Tama se retourne, elle réalise que Jinka est désespéré, mangeant des parties spirituelles pour augmenter ses pouvoirs. Il sourit avec inquiétude et dit que la chair d'un dieu est vraiment savoureuse. Même Yazen est choqué, car il réalise que Jinka vient de dévorer le corps de la déesse pour absorber ses pouvoirs. Il prévient Jinka que les conséquences seront néfastes. Soudain, une sensation douloureuse envahit le corps de Jinka, et ses 2 dernières queues, l'une de lumière et l'autre d'obscurité, émergent. Yazen prévient Jinka qu'il entre en territoire dangereux et qu'à ce rythme, il ne restera pas humain longtemps. Les 2 hommes s'engagent dans un combat intense et ils se dirigent si vite vers les autres qu'on ne peut voir que des traînées de lumière fendre l'air. Jinka semble avoir le dessus et parvient à repousser Yazen, mais sa raison s'effondre au passage. Pourtant, lorsque Tama l'appelle, il reprend conscience un instant. Voyant l'ouverture, Yazen tente de l'hypnotiser et contre-attaque. Cependant, Jinka perd à nouveau le contrôle et avance. C'est à ce moment que Yazen révèle un talisman d'invocation. Alors que Jinka s'apprête à le frapper, Tama apparaît face à l'attaque et est transpercé. Mais ce n'est qu'une illusion. Kuzunoha kidnappe le vrai Tama et disparaît. Jinka, persuadé d'avoir tué Tama, est consumé par une douleur si intense qu'il irradie d'une énergie noire et hurle de douleur. Il se jette sur Yazen, complètement enragé. Mais avant qu'il ne puisse le frapper, quelque chose se produit et Jinka se retrouve piégé dans son esprit, confus et hurlant, tandis que son corps incontrôlable continue de combattre Yazen dans les airs. Kuzunoha retient Tama en otage, observant la scène et riant,
commentant que Jinka est devenu quelque chose de complètement inhumain. Shin réalise que Tama a disparu et en déduit que Kuzunoha l'a enlevée. Il demande à Rinzu de la retrouver, tandis que lui-même décide de soutenir Jinka dans le combat. Rinzu tente de l'en empêcher, prétextant un suicide, mais Shin est déterminé à faire payer Yanzen pour ses crimes. Pendant ce temps, Yanzen utilise des illusions pour encercler Jinka, furieux, l'attaquant de toutes parts. Piégé dans son esprit, Jinka réalise que le Tama qu'il a tué n'était qu'une illusion. Mais la douleur de cet instant lui a fait perdre le contrôle. Il tente de reprendre ses esprits, mais Yanzen le manipule et le guide vers la déesse de la montagne. Yanzen prévoit d'utiliser Jin comme diversion pour s'échapper. Lorsque Jinka s'avance pour attaquer Yanzen, Shin surgit par surprise et parvient à le blesser profondément, mais se blesse également au passage. Shin tombe au sol, gravement blessé, et Jinka, voyant Shin saigner, sent quelque chose se briser en lui. Il reste immobile un instant, puis l'énergie de la forêt commence à affluer vers lui. La déesse de la montagne panique à cette vue et ordonne à ses corbeaux de récupérer Rinzu immédiatement. Elle décide qu'ils doivent partir avant que Jinka ne draine toute l'énergie vitale de la zone. Kuzunoha est également choquée par ce spectacle et, distraite, elle lâche prise sur Tama, qui en profite pour courir vers Jinka. La déesse réalise que le corps de Yanzen, consumé par Jinka, et quelques vestiges de son pouvoir, agit comme un catalyseur, lui permettant d'absorber la puissance de la forêt et de la montagne. Elle déclare que Jinka est en train de devenir une bête divine, plus puissante encore qu'un renard à 9 queues, et qu'il détruira tout avant de mourir. Les queues de Jinka fusionnent en une seule, tandis que les arbres environnants se fanent et meurent. Il se transforme alors en une bête monstrueuse, dotée de dizaines de queues. À cet instant, les pouvoirs spirituels de Tama reviennent en elle, la faisant grandir rapidement. Jinka, désormais hors de contrôle, avance contre Rinzu et les corbeaux. La déesse de la montagne utilise son pouvoir pour sauver Rinzu, la téléportant avec toute la montagne. Pendant ce temps, 5 silhouettes mystérieuses apparaissent dans le ciel et figent le temps. La déesse, confuse, sent que ses présences sont faibles, mais elle ne peut les ignorer. Tout est figé. Mais Jinka, sous sa forme bestiale, parvient à attraper l'une des mystérieuses silhouettes, prête à la dévorer. À cet instant, Tama intervient et lui assène un coup de pied au visage, lui ordonnant d'arrêter sa folie. Jinka l'attrape par le cou, et sa conscience lui hurle de s'arrêter. Tama le fixe du regard et dit quelque chose de très drôle, disant qu'il est beau, même en l'étranglant. Ces paroles permettent à Jinka de reprendre ses esprits. Il lâche Tama, qui le serre dans ses bras et lui rappelle ses paroles concernant son mariage lorsqu'il est devenu un esprit. Elle dit qu'elle était heureuse d'entendre cela, et, les larmes aux yeux, l'embrasse. Cependant, Tama sent Hinzo l'invoquer, avec le talisman qu'elle a reçu. Malgré son choix, elle est entraînée avec Shin, disparaissant devant Jinka. C'est à ce moment-là que son explosion d'énergie frappe, dévastant toute la zone et détruisant même le mannequin de transmission de la déesse de la montagne. Quelques jours plus tard, Shin se remet encore de ses blessures et, déterminé, Tama se lance à la recherche de Jinka. Hinzo est inquiet, car même la déesse de la montagne n'a pas pu détecter Jinka après son explosion, mais Tama le croit toujours vivant et jure de le retrouver, même si elle doit le faire seule.